Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Magazine. Deux dossiers à suivre dans cette édition, dont l'un porte sur le questionnement autour de l'infection d'ulcère de Buruli, communément appelé Mbassou. Et nous retrouvons comme invité sur ce plateau le professeur Godin Poy. Il est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et aussi expert en matière fiscale. Avec lui, nous parlerons de l'épineuse question de la mobilisation de recettes. Professeur, bonsoir. Bonsoir Patrick. Je serai à vous tout à l'heure. Merci. Et l'actualité, vous le savez, c'est la première rubrique de ce journal Magazine, et c'est maintenant. Ankara, capitale politique de la Turquie, est la prochaine étape de la tournée européenne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'arrivée du président de la République est annoncée pour ce lundi. Il est prévu notamment la signature des accords économiques entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur cette question. Et en nouvelle, la situation reste confuse ce soir en Guinée, où tôt ce matin, des tirs nourris d'armes automatiques retentissaient au centre de Conakry, où siège la présidence, les institutions et bureaux d'affaires. Selon l'agence France Presse, plusieurs soldats mutins de forces spéciales guinéennes ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement, dans ce qui s'apparente à un putsch, mais le ministère de la Défense guinéenne a déclaré que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre. Le président Alpha Condé serait en lieu sûr, à en croire une vidéo non certifiée diffusée sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, des hectares de forêt ont été complètement détruits en 5 jours seulement au profit d'une exploitation minière illégale à Mambasa dans la province de l'Ituri. Les auteurs de ces actes sont des expatriés, en majorité des Chinois. Nos reporters étaient sur le site à problème. Administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, le colonel Maxime Pomboa-Chishimbi faisait la ronde des quartiers du chef-lieu de ces territoires est tombé ce jeudi 2 septembre 2021 sur un groupe de 9 Chinois et 4 sujets ougandais qui travaillent illicitement dans un carré minier situé à 6 km de Mombasa centre. Nous sommes dans le village Sayo, groupe Manyangwe. Ici, en 5 jours seulement d'exploitation, plusieurs dizaines d'hectares de forêts sont partis en fumée. Des arbres déracinés, des chats de paisibles populations détruites. Les dégâts sur le plan environnemental étaient commensurables. Et pour couronner le tout, aucun de ces Chinois n'avait un document sur lui. Bref, ils sont en séjour irrégulier dans les territoires de Mombasa. Sur place, le colonel Maxime Pomboa-Chishimbi, administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, faisant l'intérim de son titulaire à mission, a fait un constat amer. C'est un constat amer. D'autant plus que le travail vient de commencer, ça fait 5 jours. Mais regardez les dégâts sur le plan environnemental. Je trouvais des sujets chinois avec quelques Ougandais. Il y a des éléments commis à leur sécurité. Et je suis venu en comité de sécurité avec le chef des chefferies. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas sur eux des cartes. Aucun document sur eux, ils sont en situation irrégulière à Mombasa. Alors ils ont déjà commencé à exploiter, il y a toutes sortes de machines. Alors c'est inacceptable que des sujets étrangers puissent se balader dans notre pays sans un document sur eux. Précisons que ces étrangers en séjour irrégulier dans les territoires de Mombasa travaillent en partenariat avec la coopérative Komituri dans les groupes Manyangwe, village Sayo, en chefferie de Mombasa. Et il faut ouvrir une enquête pour faire la lumière sur ce dossier d'exploitation minière illicite. Sur cette option, les avis du Premier ministre Samalou Condé et de l'ambassadeur chinois en RDC convergent. Les deux personnalités ont eu un échange ce dimanche. Patito Ndwango. Chine s'est dit prête pour la mise en place d'une commission mixte d'enquête sur les activités illicites menées par les entreprises chinoises dans les sites miniers de la République démocratique du Congo. Reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo s'est dit préoccupé par ces accusations et souhaite que la lumière soit faite. Xu Jing est donc convaincu de la sincérité de la coopération entre son pays et la République démocratique du Congo. Le chef de l'exécutif national, qui avait déjà lors du dernier conseil des ministres demandé de prendre des décisions qui s'imposent pour sévir ces exploitants clandestins, a instruit les ministres de la Justice et des Mines de suivre de près ces dossiers. Et on reste dans les murs de la primature pour vous informer que le programme DDRCS entre bientôt dans sa phase de terrain. Le coordinateur de ce programme a eu des entretiens avec le chef du gouvernement Samalou Condé. Ils ont justement évoqué cette série d'activités. Patito Ndwango. Toutes les batteries sont mises en marche pour la concrétisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
En sa qualité de vice-président du comité de pilotage du programme DDRCS, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu les explications de Tommy Mwamba, coordonnateur du dit programme, sur le déroulement des activités à déployer sur le terrain contenues dans la feuille de route. Il était très content que nous avons évolué, nous avons élaboré les documents, les outils de travail, les outils de gestion du programme, que nous sommes en train de contextualiser. Mais également, nous sommes très contents parce que nous avons revu la situation des zones sous état de siège, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, et nous avons retenu également certaines provinces prioritaires, notamment le Sud Kivu, le Tanganyika et même le Maniema. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que nous puissions lancer le programme et nous déployer rapidement sur terrain dans les jours qui viennent. Nous avons déjà présenté les termes de référence, mais aussi nous allons déployer sur terrain, travailler avec les communautés pour mettre en place le cadre de concertation, d'appui pour la paix et le programme. À partir de ce cadre, nous allons procéder à la sensibilisation des communautés. Le DDRCS est un programme communautaire et non militaire qui a comme objectif de réinsérer les ex-combattants des forces négatives dans la communauté nationale. De Kinshasa, faisons un petit tour à Lubumbashi où se profile à l'horizon un partenariat entre l'université de Lubumbashi et l'école de guerre. Les responsables de ces structures ont convenu d'échanger les expériences en utilisant leurs professeurs. Le général, qui s'est présenté comme un cadre universitaire, voudrait nouer des contacts soutenus et retenus avec les universités congolaises en vue de l'organisation dans les prochains jours des colloques, ateliers, visites et accueil des candidats en parcours de formation à l'école des guerres. On prit part aux échanges les doyens des facultés polytechniques, droit et le directeur de l'école de criminologie de l'université de Lubumbashi. Échanger avec les recteurs de Lubumbashi. Parce que pour l'école de guerre, la deuxième promotion, nous avons le programme de venir faire le voyage d'études ici à Lubumbashi. Et à l'issue, nous pourrions avoir une journée scientifique que nous allons co-animer avec l'université de Lubumbashi. J'ai été vraiment émerveillé. Le recteur a offert pour la bibliothèque de l'école de guerre 3 grands livres, et dont les moindres, que je vais apporter comme preuve de l'adhésion, effectivement, de l'université de Lubumbashi et au soutien de l'école de guerre. Vous savez que notre système d'enseignement a connu beaucoup de problèmes et je pense que c'était le temps que les scientifiques et l'élite, la crème pratiquement de la République s'y mettent et voient comment relever effectivement ces défis. Parce que c'est important pour avoir cette élite qui aura toujours à remplir correctement leurs missions leur dévolues et les missions qui leur seront effectivement assignées par l'autorité politique. Mobilisation accrue de recettes. L'objectif du gouvernement stimule les réflexes professionnels. Les directeurs des impôts voient les choses en grand. Ils sont actuellement en train de définir des stratégies et actions en vue de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la DGI pour l'exercice budgétaire en cours. Yvette Makuntima, reportage. La Direction générale des impôts DGI s'inscrit dans une logique plus des recettes pour le compte du Trésor public et rien d'autre. Autour du thème, la définition des stratégies et actions en vue de la mise en œuvre du contrat de performance signé avec le ministère des Finances pour l'exercice budgétaire de 2021, les directeurs centraux et provinciaux de la DGI s'engagent à crever les plafonds des assignations. Engagement pris sous des recommandations coulées dans des contrats de performance salués par le directeur général de cette régie financière, Barnabé Mwakadi. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a clôturé ses assises, s'est réjoui des recommandations formulées par les séminaristes et a promis l'accompagnement de la tutelle. Dans la pratique, des axes importants ont été repris pour un meilleur encadrement des recettes, notamment les recouvrements des contentieux, l'informatisation des services, l'assiette fiscale, mais aussi la capitalisation de moyens humains.
Faire mieux, c'est ce que souhaitent ces inspecteurs et pourtant le tableau indique déjà des chiffres qui rassurent. On parle d'un taux de réalisation de 129% par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août, une performance justifiée selon le Conseil des ministres par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue de recettes. Je propose de suivre cet extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui en parle. Le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État du mois d'août 2021. En termes de recettes, 891,6 milliards de francs congolais ont été collectés pour la période, soit à peu près 445 millions de dollars américains. Ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats les plus faibles comparativement aux années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129%. Ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le ministre des Finances, la Direction générale des impôts a réalisé 115% sur ses assignations budgétaires, évaluées à 336,8 milliards de francs congolais. La Direction générale de douane et accises a atteint 160% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de francs congolais, et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD a quant à elle fait un taux de réalisation de 145% sur ses assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, le ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. Après débat et délibération, ce dossier a aussi été adopté. Accrue de recettes publiques, est-il possible de dépasser le plafond? C'est cette question que nous allons donc essayer de discuter avec notre invité sur ce plateau, le professeur Godempoy. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, Patrick. Alors, je crois que vous êtes expert en fiscalité et finances publiques. Est-ce que ce chiffre vous rassure? Non seulement que ça me rassure, mais ça suscite encore mon appétit. Et je crois que sur ce plateau, j'étais de ceux qui avaient soutenu les propos du chef de l'État lorsqu'il disait qu'il était possible d'avoir un budget de 12 milliards de dollars en République démocratique du Congo. Je crois que les faits aujourd'hui sont en train de nous donner raison. Mais la précision qu'il faut apporter ici, d'abord je commence par féliciter le gouvernement, naturellement avec les chefs qui les chapeautent. Je félicite l'IGF et les régies financières pour les efforts déployés, mais je suis de ceux qui croient que les potentiels existent encore et qu'on peut faire mieux que ce qui se passe maintenant. Donc, si nous voulons savoir quelles sont les variables explicatives de l'évolution des recettes d'un État, on peut en citer 4. Il y a d'abord le PIB, il y a les taux moyens des impôts, il y a l'effort de services et les bassins des contribuables. Et si vous voyez ce miracle financier qui est en train de se réaliser, c'est d'abord l'effort soutenu des services qui fait qu'avec la discipline instituée par le chef de l'État qui soit envoie l'IGF, soit envoie la justice, cela a suscité une grande peur dans les chefs de tous les citoyens congolais. Mais je dois ici confirmer que, au regard du potentiel, ce n'est pas encore ce qu'on attend, mais nous félicitons déjà ce qui a été fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre comment évoluent les recettes d'un État, il y a des paramètres structurels, il y a des paramètres conjoncturels. Donc, les structurels, j'en ai déjà énuméré. Et sur le plan de la conjoncture, c'est qu'à l'élaboration du budget 2021, lorsque vous lisez les cadrages macroéconomiques de l'époque, nous avons clôturé l'année 2020 avec un taux de croissance de 1,7%. Donc c'était de la récession par rapport à l'évolution du taux de croissance dans ces pays, mais c'était acceptable dans le contexte du Covid.
Professeur, avant de vous laisser continuer, vous avez répondu déjà anticipativement à plusieurs de mes questions, mais tout à l'heure, vous avez dit que ces chiffres augmentent un peu votre soif. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les recettes ne sont toujours pas proportionnelles au potentiel? Non, le potentiel est là, mais le potentiel n'est pas encore exploité. Parce que comment on évalue les recettes fiscales d'un État? L'OCDE, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, l'OCDE a fait un tableau des meilleures pratiques en Afrique. La moyenne est de 20%. Donc pour un État comme la République démocratique du Congo, qui a un PIB aujourd'hui de 50 milliards de dollars, les recettes que nous devons mobiliser, les défis, c'est d'avoir 12 milliards de dollars. 12 milliards. Oui. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire selon vous? Bon, naturellement, donc, il y a des préalables. Parmi ces préalables, il faut d'abord prendre en charge correctement les services mobilisateurs de recettes et multiplier les contrôles. Parce que, comme je l'avais dit la fois passée, on est en train de maîtriser la grande corruption, mais la petite corruption n'est pas encore maîtrisée. Or, c'est celle-là vraiment qui provoque des pertes énormes de recettes. Donc, comme j'étais en train de le dire, comment les potentiels se présentent aujourd'hui, c'est que les budgets qu'on est en train d'exécuter à ce jour, c'est celui qui a été conçu dans un environnement maussade du Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut impérativement un collectif budgétaire. Donc, pour nous permettre de bien apprécier les performances de ces régies financières que nous félicitons, et avec l'appui de l'IGF, mais pour nous permettre de bien les évaluer, il faut maintenant un collectif budgétaire qui tient compte des réalités économiques actuelles. Parce que non seulement qu'il y a reprise des activités économiques, mais vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, les cuivres se négocient la tonne à 9 600. Et pourtant, lorsqu'on élaborait ces budgets, on était à 8 000 $. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que depuis 2019, on ne pouvait pas ressentir les effets du code minier de 2008 parce que ce code a revu certains taux à la hausse. Ça doit justifier l'augmentation des recettes et surtout ce que les gens doivent comprendre, parce que souvent j'entends les gens qui disent mais depuis un certain temps la DGI fait des performances. C'est facile à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le code minier de 2002? Il y a plusieurs entreprises minières en fait qui travaillaient, qui étaient soit au niveau de la phase de la recherche, soit au niveau de la phase préliminaire de l'exploitation. Au fil des ans, ceux qui étaient dans la recherche ont regagné l'exploitation. C'est ce qui fait que l'assiette s'est élargie davantage. Donc, ce que je voulais dire, je félicite tout le monde, en commençant par le chef de l'État, parce que c'est lui qui a amené cette discipline. Je félicite l'IGF, je félicite les régies financières et le gouvernement, mais il y a encore du chemin à faire. Je ne serai satisfait que le jour où on aura un budget de 12 milliards de $, parce que c'est possible. Il y a du chemin à faire. 12 millions, c'est ce que vous, 12 milliards, 12 oui, milliards, évidemment, ce que vous souhaitez, donc. Il y a certains préalables. Vous affirmez donc qu'il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer. Donc, ce n'est pas seulement scientifique, mais c'est technique. Et c'est prouvé. Lorsque le PIB est là, avec le nouveau code minier, et il y a beaucoup d'espoir. Professeur, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et expert en fiscalité et finances publiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Patrick. Le transport maritime est aussi considéré comme une voie de mobilisation de recettes et pour permettre une bonne navigation, la Congolaise de voies maritimes procède depuis quelques jours au dragage du fleuve au niveau du Congo central. Une drague de haute performance se charge de ce travail, comme l'a constaté un représentant du chef de l'État, Malumbela. Au bruit des sirènes de mauvais goût, le gouverneur du Congo central répond par le travail. À Toumatouboana, le mercredi 1er septembre 2021, lancé au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les travaux de bétonnage de la voirie de Mbanza-Ngungu. Nous avons le devoir de réussir ce pari parce que nous voulons donner un bilan positif au chef de l'État pour qu'en 2023, il soit réélu comme président de la République pour son deuxième mandat. Voilà le sens que nous donnons aux différentes actions que nous avons alignées à travers toute
toute la province. Je dis bien à travers toute la province. Aujourd'hui, nous retrouvons à Bazangu, c'est pour donner un signal fort. Amen. Un signal fort à toute notre population que nous sommes engagés à répondre à leurs attentes sur fond des assignations du chef de l'État, notre patron. Les élus provinciaux de la circonscription électorale concernée ont salué l'action de l'autorité provinciale qui répond aux attentes de la population. Exécutés par la firme juive de construction Toa Investment, ces travaux de bétonnage concernent le tronçon routier qui part de l'église Sainte-Thérèse en passant par l'avenue Foyer pour aller chuter par le stade Kitemoko en empruntant l'avenue Manianga en traversant le parking pour aller déboucher sur l'avenue Lumumba. De Berlin à Rome, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a au courant de cette semaine pris part au forum de l'European House Ambrosetti, président en exercice de l'Union africaine. Il a fait le plaidoyer du continent en mettant en exergue son énorme potentiel en matière d'investissement. Pierre Kibembeso Moïsa revient sur la semaine du président. Au cours de la semaine qui s'achève, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a poursuivi son périple européen. Le chef de l'État est arrivé à Rome pour une visite placée sous les signes de l'amitié et de raffermissement de la coopération bilatérale entre l'Italie et la République démocratique du Congo. C'est au palais présidentiel du Quirinal que le président italien Sergio Mattarella a accueilli son homologue de la RDC. Les deux chefs d'État ont, au cours de leur tête-à-tête, passé en revue les relations bilatérales séculaires entre Rome et Kinshasa, des relations qui doivent se raffermir davantage et s'orienter vers une coopération multisectorielle. Au sujet de la disparition tragique de l'ambassadeur italien Luca Attanasio en RDC, les deux chefs d'État ont condamné l'acte odieux et estimé qu'il n'est pas de nature à freiner les bonnes relations bilatérales entre l'Italie et la RDC. Sergio Mattarella et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités mutuellement pour le partage d'informations liées à cette tragédie. Les échanges de deux chefs d'État se sont terminés par une séance de travail élargie dans la salle d'El Spice, la mythique salle des Verts de Quirinal. Les relations bilatérales italo-congolaises sont au beau fixe. Des feux d'essence ont provoqué un incendie dans un marché au Kasaï cette semaine, faisant un mort. Au cours de cette même semaine, les finalistes du bleu-blanc ont passé l'épreuve ultime de l'examen d'État sur toute l'étendue du pays. Retour sur l'actualité de la semaine avec Bobete Ingalisomba. C'est une semaine dramatique à Mbujimaï. Un feu d'essence était à l'origine d'un incendie au grand marché de Bakwadianga. Bilan, un mort et des brûlés au 3e degré. Au Kasaï toujours, les villages sinistrés dus à la pollution des rivières Chikapa et Kasaï vont bénéficier des forages d'eau potable. En séjour dans ce coin du pays, le ministre d'État en charge du développement rural a visité les sites concernés. Parlons sécurité, perquisition cette semaine à la résidence de John Numbi. Sur le lieu, les éléments des FARDC ont saisi un arsenal d'armes de guerre et plusieurs cartons contenant des procès-verbaux des différents dossiers. Un convoi est tombé dans une embuscade sur l'axe Komanda-Bouma en Ituri. À l'Académie militaire de Kananga, des officiers appelés à bannir des antivaleurs ont prêté serment devant le ministre de la Défense, une cérémonie marquant la fin de leur formation. En début de semaine, les députés nationaux ont prorogé de 15 jours pour la 7e fois l'état de siège. Au ministère de la Défense nationale, les officiers des FARDC et de la police nationale réunis autour du ministre ont fait l'évaluation de l'état des sièges. Coup d'envoi le lundi de l'examen d'État édition 2020-2021 à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde en a donné le go. Et c'est à Kenge dans le Kwango que le ministre de tutelle a participé au déroulement de ces épreuves. Près de 775 000 finalistes ont participé à ces épreuves marquant la fin du cycle secondaire, au nombre desquels les élèves malvoyants ont également passé cet examen en braille. Aux côtés des affaires sociales,
11 000 élèves se sont présentés au jury dans l'éducation non formelle pour l'obtention de brevets d'aptitude professionnelle. La foire de la jeunesse a vécu cette semaine à Kinshasa. Une occasion pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. En sport, le Premier ministre a encouragé le 11 national avant de s'envoler pour Lubumbashi. Arrivé à Kinshasa via Matadi de conteneurs des matériels des 13 ponts. Ce premier lot constitue la première étape de ce projet de modernisation des ponts à travers le pays. Au chapitre de la coopération, la 4e session ordinaire RDC-Burundi s'est tenue à Kinshasa pendant 3 jours. Les deux parties ont signé des accords dans plusieurs domaines, notamment le commerce frontalier, le transport aérien ferroviaire lacustre et le rapatriement des réfugiés. Enfin, cette bonne nouvelle, libération de 67 otages des mains de groupes armés en Ituri sur l'axe routier Komanda Luna, sur la RN, la route nationale numéro 4. Nous parlions plus haut de la mobilisation de recettes. Eh bien, le transport maritime est aussi considéré comme une voie pour mobiliser les recettes et pour permettre donc une bonne navigation. La Congolaise de voies maritimes procède depuis quelques jours au dragage du fleuve au niveau du Congo central. Une drague de haute performance se charge de ce travail, comme l'a constaté un représentant du chef de l'État, Malumbela. La voie maritime est la voie principale par laquelle la RDC exerce les échanges commerciaux et reste reliée à d'autres pays du monde. Voilà pourquoi le chef de l'État y accorde un intérêt particulier en dotant la Congolaise des voies maritimes d'une drague pour faciliter la navigabilité. Depuis la mise en service de cet engin d'une importance capitale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son assistant logistique à Boma, dans le Congo central, pour s'imprégner du fonctionnement de cette drague baptisée Fachi, d'une capacité de 4300 mètres cubes, 26 pieds avec 9 mètres de profondeur. Dans cette zone navigante, au Tumbimbi, Jean-Paul Moulamba a assisté au cycle complet de dragage intensif. Très impressionné par la dextérité avec laquelle l'équipage à bord travaille, l'assistant logistique du chef de l'État, Jean-Paul Moulamba, est sorti rassuré de la qualité de la navigabilité du bief qu'effectue la CVM jour et nuit. L'objet de ma mission, c'est de visiter la CVM, d'abord voir comment fonctionne cette drague, voir les conditions de travail du personnel. Je sais que cette drague a été achetée par le chef de l'État, va contribuer à relancer la province sur le plan de l'économie. À l'étape des bananes, l'hôte de la CVM a eu droit aux explications du trafic maritime avant d'entamer une autre visite au sein des installations du chantier naval de la CVM. Merci au comité de gestion de la CVM, merci au DGA, merci au DG de la CVM pour cette visite agréable et instructive que nous avons eue. Et nous leur souhaitons à tous, y compris les travailleurs, un bon travail. D'abord, je suis venu ici en ignorant, parce que je ne connaissais rien sur la drague. J'ai appris, c'était une visite très instructive qui m'a permis de saisir l'importance et le travail abattu par la CVM. Le dividende que la CVM va tirer, c'est que le chef de l'État est au courant que la CVM s'inscrit bien dans sa mission et ils vont toujours être accompagnés par le chef de l'État. Pour le comité de gestion de la CVM, ce passage est salutaire, aussi bien motivateur. Etienne Tadila Makanda, DGA de cette entreprise, a démontré que l'apport de cette drague est significatif sur l'économie du pays. Un hôte de haut rang vient de la part des séries dont le navire porte le nom. C'est pour nous une marque d'attention, une marque de considération que la haute autorité du pays donne à la CVM. Et ça nous encourage. Nous allons donc mettre à profit la présence de notre hôte de marque pour que les revendications que la CVM détient à son niveau, c'est-à-dire l'acquisition par exemple d'un dock flottant, et pour le maintien de la calaison, nous avons besoin d'autres dragues. L'un des officiers de la drague Fachi n'a pas caché sa joie. Nous sommes très contents d'avoir reçu la visite de la délégation présidentielle de la République démocratique du Congo et nous espérons travailler tous ensemble dans le futur sur plusieurs campagnes et avec des nouveaux équipements de bathymétrie et des nouvelles dragues. Nous
nous espérons aussi commencer la 3e campagne, et la 4e et la 5e campagne avec notre drague Fachibeto. Devant l'immensité de la charge, le comité de gestion de la Congolaise des voies maritimes plaide pour l'achat d'une 2e drague en vue d'assurer le dragage de maintenance ainsi que l'acquisition d'autres matériels tels que les docks flottants pour les travaux d'entretien de la drague, la réhabilitation du trafic de nuit à travers un balisage approprié. Loin du Congo central, les populations du Kasaï sont à quelques jours d'un soulagement après la réhabilitation du grand pont jeté sur la rivière Kasaï. Pour mieux comprendre le sens de ce soulagement, nos confrères de la RTNC Kasaï ont réalisé ce dossier qui peint les difficultés des familles après l'écroulement de ce pont il y a quelques mois. Depuis l'écroulement de ces ponts jetés sur la rivière Kasaï reliant le commune de Kanzala à celle de Mbumba et Mabondo s'est écroulé, le calvaire était indicible, comme le témoigne cette population. La population a souffert de plus qu'un prisonnier. Les élèves étaient en difficulté de traverser. Faute de quoi? Faute d'argent. Pour prendre une pirogue, il fallait payer l'argent. Payer 500 francs en allant, payer 500 francs au retour. Et quel est le parent là qui devrait remettre à son fils 1000 francs par jour fois 6 jours, ce qui fait au total de 6000 francs. Cette difficulté-là, je manque le vrai terme de dire. Mais je ressens un courage terrible. Remercier le président de la République, Fachibeto, qui a jugé bon de nous mettre sur notre ancien état. Et que ce projet vient de mettre fin à la souffrance de la population kassaïenne. Nous avons souffert lorsque ce pont a été effondré. Chaque jour qui passe, il fallait traverser à bord de pirogues. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de prendre à cœur notre cas. Pour preuve, j'ai 200 francs que je dois payer à la pirogue avec mon bébé. Nous sommes contents de l'évolution des travaux qui se font sur ce pont. Comme chauffeur de moto, c'était difficile de traverser avec mes clients en provenance de Milambo sur ce pont. Notre souhait est de voir ces travaux en phase de finissage prendre fin dans le délai. À l'heure d'aujourd'hui, la satisfaction est totale. Les travaux sont presque à terme. Tel que vous êtes en train de le voir sur ces images, ce pont de 15 mètres linéaires, aujourd'hui presque fini. Il va désormais prendre 20 tonnes, comme nous a expliqué l'ingénieur que nous avons trouvé ici sur place. En dehors de ce pont qui va bientôt être inauguré parce qu'il est en pleine réhabilitation, et de l'autre côté, c'est le pont Kasaï parce que les deux sont jetés sur la rivière Kasaï. Je m'appelle Cisco, opérateur économique du coin. Les travaux sur ce pont construit par les Chinois marchent à pas des tortues. Dans l'entretemps, nous disons merci au chef de l'État pour son implication. Et si nous demandons que ces travaux prennent fin pour que la population de Chikapa se retrouve. Pour le moment, sur ces ponts, il ne reste que le travaux de peinturage et aussi la construction de la dalle flottante en béton armé de l'autre côté de la colline de Kelé. Et les travaux sont en phase de finissage, comme nous l'a témoigné l'ingénieur qui est en train de conduire tous ces travaux. Ça va être un ouf de soulagement pour la population qui a souffert pendant plus de 11 mois depuis que ces ponts étaient effondrés en plein centre-ville de Chikapa sur la nationale numéro 1. Depuis le pont Kasaï, en plein centre-ville de Chikapa, Franklin Claire Kalombo Abatanda, Kennedy Mukendi, RTNC. Merci Franklin Kalombo pour ce dossier. L'ulcère de Buruli, un nom apparemment étranger dans le langage courant des Congolais et pourtant qui désigne une maladie devenue courante et communément appelée Mbassou. Infection bactérienne de la peau ou mauvais sort, difficile pour certains de se prononcer. Alors peut-on guérir de cette infection? Autant de questions qui alimentent ce dossier de Fifi Mukundi. Dans la conviction de plus d'un Quinois, l'ulcère de Buruli dit Mbassou, l'une des formes des ulcères est une maladie due
à la sorcellerie, à la malédiction ou encore à un mauvais sort. À Kinshasa, les coins souvent exposés sont les quartiers périphériques de la capitale. D'où ces préjugés autour de cette pathologie caractérisée par des lésions touchant fréquemment les membres inférieurs à 55% et supérieurs à 35%, ainsi que d'autres parties du corps à 10%. C'est pourquoi les uns pensent que l'ulcère de Bourili Mbassou se vend chez des initiés. À cela s'ajoutent les tâtonnements et les spéculations autour de son traitement. Le traitement traditionnel doit être complété par une thérapeutique moderne. Souvent, les produits appliqués par les praticiens infectent la plaie, d'où la nécessité des antibiotiques. Moi, c'est Dieu qui m'avait guéri à travers un pasteur. Cet homme de Dieu n'est pas un infirmier, mais il soigne par révélation à l'aide des antibiotiques. Avec les antibiotiques, il y avait un changement considérable. Que faire? Ma mère, qui me soutient, n'a pas assez de moyens. Une perception contraire à celle des scientifiques. Pour eux, l'ulcère de Bourili Mbassou est une infection cutanée provoquée par les Mycobacterium ulcerans, un micro-organique appartenant à la famille des bactéries responsables de la tuberculose et de la lèpre. Jadis, la mode de transmission de l'ulcère de Bourili Mbassou était ignorée. Mais aujourd'hui, une étude a ouvert néanmoins des perspectives en matière de connaissance de sa propagation. En effet, les auteurs en soulignent quelques facteurs de risque. Il s'agit entre autres les contacts avec les eaux stagnantes, les ports de vêtements courts lors des activités agricoles et les soins incorrects de plaies. Toutefois, l'ulcère de Bourili est une maladie naturelle. Oui, il existe un traitement curatif. Donc, on n'attend pas traitement curatif, c'est-à-dire ce traitement qui donne une solution. Le traitement d'ulcère de Bourili, qui est une infection Mycobacterium ulcerans, il faut prendre des antibiotiques adaptés. Généralement, c'est la rifampicine associée à la streptomycine ou la clarithromycine pendant au moins 8 semaines. Ça, c'est pour traiter l'infection. Si vous avez une plaie se traite par des procédés de chirurgie. On fait deux pansements. Généralement, au pays, on fait le pansement à la solution Kibadi. Dès que la plaie devient propre, bourgeonnante, on peut faire une greffe cutanée ou même faire un lambeau. Ce traitement curatif est estimé à une phase avancée à plus ou moins $660 et en cas de dépistage précoce à plus ou moins $150. Dans la plupart des pays endémiques, le revenu moyen étant de plus ou moins $1 américain, il est important de développer des programmes sociaux pour les patients. Merci Fifi Mukundi. Revenons à l'actualité. À Marseille, en France, des experts venus de plusieurs contrées réfléchissent à nouveau sur les stratégies de protection de ressources naturelles. Simultanément à Kinshasa, le mini-congrès suit de près le déroulement de travaux auxquels prennent part le secteur privé, la société civile, les communautés locales et les peuples autochtones. Néné Maïzana. Le 5 octobre 1948 en France, l'Union internationale pour la conservation de la nature vient d'ouvrir ses portes à Marseille ce vendredi pour le congrès mondial. Comme objectif, encourager la coopération internationale, fournir des connaissances et outils scientifiques en vue de conserver l'intégrité et la diversité de la nature ainsi que garantir un usage équitable et durable des ressources. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les membres de l'Union pour la conservation de la nature, les partenaires de Synchronicity RDC sont en mini-congrès. Sous la facilitation de Synchronicity, participent à distance en vidéoconférence pour suivre les travaux de Marseille. Il y a des thématiques qui sont déjà en train d'être développées en termes de projets, notamment les eaux douces, notamment la foresterie communautaire, mais également la conservation des espèces endémiques qui sont en RDC. Et il y a également des aspects d'agriculture durable. Donc c'est des aspects qui sont en train d'être développés et pour lesquels il y a une attention particulière de la part de Synchronicity Earth. À l'ouverture de ces congrès, les différents chefs d'État ont montré leur intention de protéger la planète Terre avec des actions concrètes telles que réduire les émissions, protéger les océans, préserver la
biodiversité, sécuriser les droits des peuples autochtones, des communautés locales, gérer durablement les forêts tropicales et tant d'autres. La rentrée de classe approche, la période est généralement redoutable pour les parents en difficulté financière. Certains comptent sur des gestes de soutien comme celui posé par la sénatrice Ngundianza aux élèves du Congo central. Guy Matundu. La qualité défectueuse de ce route n'a pas empêché la détermination de la sénatrice Ngundianza d'aller au chevet des élèves des différents districts de Congo central en cette veille de la rentrée de classe. Question d'accompagner le rêve du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la gratuité de l'enseignement. Ces élèves ont bénéficié des bourses d'études, des fournitures scolaires devant leur permettre d'étudier dans des conditions décentes. Nefertiti Ngundianza a fait son itinérance de Kasangulu à Madimba en passant par Luozi. Ici, la population qui est bénéficiaire des actes posés par la structure de la sénatrice s'est dit satisfaite. J'ai entendu, comme il est écrit dans Habakkuk, j'ai entendu parler de vos œuvres grandioses. En ces temps-là, je voudrais aussi que vous en fassiez chez nous. C'est de là que coule votre bénédiction, qui coule sur la barbe d'Aaron. Très cher maman, pour arriver à atteindre Miabi, vous avez fourni des efforts, c'est un combat. Vous avez souffert. C'est douloureux d'atteindre Miabi. Moi qui vous parle, à mon âge de 70 ans révolu, je crains atteindre Luozi de peur que je ne sois victime d'un accident. Autre chose, la localité où vous avez foulé le pied souffre de beaucoup de maux, parmi lesquels le manque d'eau, un forage valait le coup pour cette population dont vous avez l'obligation de sauver. Elle-même promet de s'investir dans le développement du réseau routier de la province avant de poser un geste à l'endroit de la communauté Bundudia Congo et de l'église du Christ au Congo à qui il a remis des matériaux de construction. Même si dans mon rapport de vacances parlementaires, je devrais ajouter un CD où on va vous entendre parler, je le ferai. Le problème à Luozi, il y en a légion. Et depuis que nous avons eu l'habitude de venir, nous avons compris que le problème du développement de Luozi demande des moyens d'État. Quand on parle des routes, on parle de l'eau potable. En tant que sénatrice, ce n'est pas pour rien que nous venons vivre de nous-mêmes et au besoin faire ce que nous pouvons. La sénatrice poursuivra son élan de cœur à Matadi, Boma, Mwanda et dans le bas-fleuve. Et en politique, les femmes veuves de l'UDPS étaient en l'honneur ce week-end. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS qui les a réunis, leur a transmis les remerciements du parti présidentiel pour leur soutien inconditionnel. Alain Bikaï. C'est la salle Cagé Archicomble qui a servi de cadre à la rencontre du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et les femmes veuves de l'UDPS venues des 4 districts de Kinshasa. Profitant de cette tribune, ces dernières ont brossé un tableau sombre de leur situation en République démocratique du Congo avant de porter leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à leur présidente nationale Marthe Kassalu Tshisekedi, veuve de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Devant un auditoire surchauffé en blanc, Augustin Kabouya a rassuré l'assistance du soutien de son parti aux veuves et aux orphelins. Au cours d'une rencontre en 2018 avant les élections, le numéro 2 de l'UDPS avait demandé à ces femmes d'invoquer l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour que la dépouille mortelle de Tiens Tshisekedi soit rapatriée pour soulager la situation de sa veuve et de sa famille. En 2018, je vous avais demandé de prier pour que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soit élu président de la République. Cela s'est accompli et maman Marthe était rentrée au pays avec le corps de notre feu président et des dignes hommages lui ont été rendus par la nation congolaise tout entière. 2023 approche. Vous devez fléchir vos genoux devant Dieu pour qu'il accorde la majorité à Félix Tshisekedi pour lui éviter les conciliabules politiques. Un bon père de famille, Augustin Kabouya a apporté dans sa gibecière 4 vaches, les farines, les riz et les surgelés pour soulager tant soit peu ces femmes qui accompagnent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la prière.
On parle religion à présent avec cette messe d'action de grâce dite en la mémoire de Georges Constantinou, évêque métropolitain orthodoxe décédé à Kinshasa à l'âge de 82 ans. Messe dite par l'archevêque de Kananga en présence de nos reporters. Au cours de cette messe d'action de grâce dite par Monseigneur Théodose Tchitivos, archevêque de Kananga, il était question de rendre hommage à Monseigneur Nicéphore Mikrajananitis, né Georges Constantinou, archevêque métropolitain de Kinshasa, décédé de la Covid-19 le 27 juillet 2021 à Kinshasa à l'âge de 82 ans. C'était par la fraternité chrétienne orthodoxe Source Dorée et toute la communauté hellénique vivant à Kinshasa, à sa tête Calliope Doupi, ambassadrice de la Grèce en République démocratique du Congo. Dans son exhortation, Monseigneur Théodose Tchitivos a prêché sur l'amour et la compassion, deux vertus qu'incarnait l'archevêque Nicéphore durant les 11 ans qu'il a vécu en RDC. Et ses pouvoirs lui a permis de sillonner partout en République démocratique du Congo dans des conditions difficiles jusqu'à Sankuru. Son humilité, les sacrements de l'Église et les pardons montrent sa grandeur et sa valeur à travers cette cérémonie funèbre très sobre mais significative. C'est quelqu'un qui, à travers son amour, a laissé l'aisance de sa patrie, la Grèce, pour venir offrir sa vie, le christianisme ici au Congo, durant toute sa vie, pour offrir aussi les œuvres philanthropiques au monde. Fonctionnaire du patriarcat d'Alexandrie, Monseigneur Nicéphore fit une figure d'éproux de l'Église orthodoxe, que sa mémoire soit éternelle. Et une autre messe d'action de grâce avant de boucler complètement ce journal, c'est celle dite en la mémoire du patriarche Kilolo Musamba. Images et commentaires. 67 jours, soit 2 mois et demi, jour pour jour, que le regretté Bonaventure Kilolo Musamba Lubemba a quitté la terre des hommes, malgré que le pleu du cœur de membres de sa famille biologique, sa famille politique et sa famille religieuse peinent encore à se cicatriser. Ces derniers, plongés dans la foi du Seigneur, les grands consolateurs ont trouvé un temps de culte d'action de grâce en mémoire du patriarche Kilolo Musamba pour lui rendre les hommages mérités. Homme aux multiples qualités, aussi humaines, sociales, politiques et religieuses, Bonaventure Kilolo a mérité la place d'une créature exceptionnelle pour les rôles qu'il a pu jouer et la mission accomplie envers ses semblables et la nation congolaise. Sa famille n'oubliera jamais ce souvenir. Ça nous fait exactement 67 jours aujourd'hui que notre papa Bonaventure Kilolo Musamba Lubemba nous a quittés. La famille est éprouvée, elle est affligée, mais il est parti et nous avons le sentiment d'un devoir accompli, d'abord par lui en tant que père, parce qu'il était un père exemplaire, un père responsable, qui a su apprendre à ses enfants que nous sommes la crainte du Seigneur, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, et il est resté fidèle, ferme dans la foi, y compris dans les derniers moments où il était véritablement accablé par la maladie. Et ça reste évidemment un témoignage important. Nous sommes apaisés parce que nous savons qu'il est au ciel, dans la félicité céleste. Les participants à ces cultes d'action de grâce, dans l'unanimité, ont glorifié Dieu, dans la suite de la parole de Dieu qui leur a été enseignée, pour un réconfort moral bien ajusté. Et ce journal est terminé. Je rappelle les principales articulations. Ankara, capitale politique de la Turquie, et la prochaine étape de la tournée européenne du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'arrivée du président de la République est annoncée pour ce lundi. Il est prévu notamment la signature des accords économiques entre la Turquie et la République démocratique du Congo. Et la situation reste confuse ce soir en Guinée. Au tôt ce matin, des tirs nourris d'armes automatiques retentissaient au centre de Conakry, où siège la présidence, les institutions et bureaux d'affaires. Selon l'agence France Presse, plusieurs soldats mutins de forces spéciales guinéennes ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement dans ce qui s'apparente à un putsch, mais le ministère de la Défense guinéen a déclaré que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité continue. Le journal revient à 23h avec Serge Matin. Bonsoir.